Maître, vous pouvez y aller. Bonjour, bonjour à tous. Merci pour cette invitation et merci, Monsieur le maire, pour les propos introductifs que vous avez formulés. Alors, moi, j'ai un peu la casquette de juriste ici, effectivement, et également celle de pouvoir vous partager on va dire, le vécu d'un praticien de l'urbanisme dans lequel j'exerce depuis une vingtaine d'années, qui se fait percuter effectivement régulièrement par les enjeux de transition énergétique, d'environnement et plus généralement liés à la promotion des énergies renouvelables. Et cette loi APER du 10 mars 2023 a effectivement un dispositif très innovant en la matière. Et j'essaie juste de partager, excusez-moi, le support. J'ai fait une petite bêtise. Euh, Innovant dans le sens où effectivement à la fois on a un dispositif ascendant qui est censé mettre la commune au cœur et vos communes au cœur du dispositif, tandis qu'on a un dispositif énergétique qui est en général maîtrisé par l'État à travers les planifications énergétiques dont la PPE qui est en cours. Alors, j'utilise volontairement ce terme percutant entre d'un côté l'État et de l'autre côté cette planification dite ascendante et en tout cas présentée comme ascendante. Et on va bien voir que on a effectivement beaucoup de sujets ou du moins de clarifications à attendre. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait, Oui, très c'est bien. bien. Est-ce que ceux qui ont leur micro ouvert pourraient les éteindre, les fermer pour éviter les bruits parasites? Je vous remercie. Alors, je crois qu'on a un petit quart d'heure d'une présentation qui va être un peu monologue, mais dans tous les cas, le but du jeu est de vraiment être le plus synthétique et le plus clair sur à la fois le cadre dans lequel s'inscrit ces zones d'accélération, de vous faire de vous partager les premiers retours qu'on peut avoir sur la compréhension des impacts de ces zones d'accélération et pourquoi il est important de les mettre au cœur de la réflexion actuelle. Et puis, bien sûr, parce qu'on a encore beaucoup de temps de réflexion en cours sur le sujet qui clôturera cette courte présentation de fonctionnement des zones d'accélération par une proposition de flèche de temps un peu détaillée qu'on a imaginée en se mettant à la place de vos services et de voir cette articulation. Alors, pour remettre un peu de contexte, à la fois politique et surtout de voir quel est l'enjeu à venir de ces zones d'accélération. Donc, notre compréhension, c'est que l'État, et vous le savez, la France en particulier, est en retard sur ses objectifs. L'État s'est fait condamner par l'affaire du siècle sur un retard prégnant en matière de transcription et de coordination en matière de politique environnementale au sens large. Et on est une espèce de dispositif qui doit à la fois anticiper les enjeux de la PPE qui est en cours de préparation pour fixer des objectifs sur la période quinquennale et à la fois essayer d'anticiper également les dispositifs qui vont venir avec le droit européen. Vous savez qu'on est dans la transcription des différents textes européens avec des plans de renaturation. Donc, on a beaucoup de dispositions qui risquent de se entre guillemets, télescoper sur la façon dont l'État doit justifier de ses actions. Alors, dans le cadre de la loi APER, ce qui a été imaginé par le législateur est de pouvoir transcrire une planification qui viendrait tout en mettant la collectivité et la commune au cœur du dispositif, permettre de pouvoir être dupliqué, prendre le relais de ces objectifs. Et si on commence par la fin, eh bien, ce que nous dit le législateur, c'est que l'ensemble de ces zones d'accélération va devoir, au 31 décembre 2027, permettre de faire une photographie de ce qui aura été mis à disposition et utilisé pour respecter Euh, les obligations j'ai parlé avec euh, Nathalie. de la future PPE en cours de préparation. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que ces zones d'accélération
de mon point de vue, vont alimenter cette réflexion sur les objectifs de PPE. Ça, c'est si on commence par la fin. Donc, l'objectif final, c'est bien celui-là et une date qui est un petit peu figée, celle du 31 décembre 2027. Alors, comment on arrive à justifier ces objectifs et comment on vient mettre les acteurs en ordre de marche? Donc l'État et le législateur nous proposent deux étapes. La première, c'est la nomination, comme vous le savez, d'un préfet dit référent qui va être sélectionné parmi les sous-préfets et qui va mettre à disposition, dans le cadre d'une cartographie, un certain nombre d'informations. Ces informations ont commencé à être diffusées entre le 6 et le 15 juin 2023. On va revenir sur le calendrier. Et puis, ainsi informés, ou du moins sur la base de cet élément, les communes vont entrer en jeu et vont constituer un petit peu le socle de l'édification de ces zones d'accélération dans un délai de 6 mois que vous avez rappelé, Monsieur le maire, pour identifier un certain nombre de zones après la mise en œuvre, et c'est là que la difficulté commence, après une certaine concertation qui est laissée à votre initiative. Et là, c'est là que les sujets commencent à se corser dans la mesure où le cadre réglementaire est assez, on va dire, flou, pour pas dire que c'est un droit mou. Et dans ce cadre-là, on peut toujours avoir des inquiétudes sur la façon dont effectivement ce pourrait être interprété dans le cadre de potentielles discussions ou contentieux. Alors, brièvement, ces zones d'accélération, donc on a vu qu'il faut qu'elles soient négociées, discutées, elles sont figées ou elles devront être figées pour une durée de 5 ans pour coller à la durée de la PPE. Elles vont être identifiées avec 6 critères dont je reviendrai rapidement tout à l'heure en fonction d'un potentiel, d'une certaine solidarité, dite solidarité souhaitée entre les territoires, et de sorte qu'elles évitent de prendre de la surface sur des zones qui doivent être protégées à double titre, à la fois sur les enjeux environnementaux et sur les enjeux également de développement économique pour permettre une bonne conciliation entre les différents objectifs. Donc, si on rentre un petit peu dans le détail et pour ce qui est de la commune, alors la doctrine est très divisée sur l'efficience de ces dispositions, on va dire, cartographiques. D'une part, parce que l'État a considéré, ou le législateur, puisque ces zones ont fait l'objet de larges amendements dans le cadre de la discussion de la loi APER, dans la mesure où le législateur considère que la commune est celle qui est la plus proche, évidemment, des préoccupations du territoire, mais tout en lui laissant la capacité de pouvoir ménager cette sorte de concertation, avec un gros risque de ne rien faire pour éviter de ne pas se heurter au conflit ou du moins contestation qui pourrait être sollicité. Et on le voit largement sur le secteur de l'éolien particulièrement, qui fait l'objet de lourdes discussions à l'échelle de la commune, mais plus généralement. Donc, ce que l'État, dans le cadre de son guide qui vous a été partagé en même temps que ce lien et qui est très synthétique, pour ne pas dire plus, précise bien que si on identifie ces zones, l'objectif, c'est bien effectivement de pouvoir faciliter l'appréciation des projets, de pouvoir les inciter vers un dispositif qui va être plus favorisant dans le cadre à la fois des appels d'offres de l'énergie auprès de la Commission de régulation de l'énergie, ou de délais dont on verra qu'ils sont extrêmement réduits par rapport aux bénéfices avantages, gains-avantages. Donc, si on rentre dans le détail de ce délai de 6 mois qui vous attend à compter de la publication des informations qui ont été données,
Ce schéma va permettre, de constater l'état de la planification dont on voit que la cartographie, notamment sur vos territoires, si vous avez déjà cliqué sur le lien de la cartographie dont on a mis la référence également, pour l'instant, les grands enjeux qui sont signalés concernent les zones artificialisées telles que les parkings, certaines zones qui sont artificialisées et d'une manière générale, le dispositif nécessitera de pouvoir voir comment faire évoluer cette cartographie. Et ce qui nous inquiète beaucoup d'un point de vue logistique, hein, c'est de pouvoir d'imaginer comment les services vont pouvoir à la fois prendre en compte le dispositif urbanistique classique prévu aujourd'hui, puisque sur vos territoires, il peut y avoir des contraintes en matière d'urbanisme, de protection des paysages architecturales, environnementales, qui ne peuvent pas, au stade de la maturité de cette cartographie, qui est largement empruntée à l'intelligence artificielle et ne tient pas forcément compte de ces spécificités. Donc, le premier travail qui va consister pour les services, c'est de repérer à l'échelle de la cartographie, qui ressemble à ça. Je vais y passer tout de suite comme ça. Voilà. J'ai pris, par exemple, une commune qui s'appelle Marolles-en-Brie, qu'on accompagne sur le volet de l'urbanisme depuis très, très longtemps, qu'on connaît très bien. Et vous pouvez constater, par exemple, sur cette cartographie, ici, ce sont une zone d'entraînement pour les cavaliers, donc c'est les haras nationaux, qui ont fait l'objet d'une couverture en totalité. La zone bleue ici, ce sont des panneaux photovoltaïques qui sont censés couvrir, et y compris les hippodromes. Donc on voit bien que la granularité de la couverture de ces zones se font pour l'instant de manière très macro et ne peuvent pas tenir compte des différentes spécificités, y compris architecturales, puisque connaissant bien le secteur et les architectes des bâtiments de France qui œuvrent sur le secteur, évidemment, je vois mal comment ce dispositif, au-delà des contraintes techniques, pourrait être retenu. Alors, il y a plein d'autres exemples. Si vous allez sur la commune d'Orly et de Paris, vous verrez que les pistes sont même couvertes par des panneaux photovoltaïques. Donc, il y a encore des sujets qui ne sont pas encore suffisamment précis et c'est tout l'enjeu et la difficulté des services de l'État de donner un certain nombre d'informations qui va contribuer à générer un volume de mise en œuvre de ces panneaux photovoltaïques, alors que effectivement, bah, l'efficience, et c'est la première critique de ce dispositif qui est fait, que l'efficience de ce dispositif, qui est d'une part laissée à l'initiative des opérateurs, sur laquelle les collectivités ont finalement peu de marge de manœuvre, et d'autre part, le fait que le côté peu réaliste des dispositifs qui sont déjà proposés ne soit pas suffisant et donc du coup qu'on ait une superposition d'enjeux qui ne respectent pas ou qui ne suffisent pas à agir sur le sujet. Alors, si on revient sur le cadrage de ces zones, et maintenant que vous voyez ce que ça peut représenter d'un point de vue cartographique, ce délai de 6 mois dont on parle, on est effectivement lié par un calendrier qui risque d'être peut-être probablement, et parce que les services et de l'aveu des services de l'État eux-mêmes ne sont pas encore totalement armés et outillés pour aboutir à cette convergence d'intérêt enfin, la fin décembre 2023. Quoi qu'il en soit, on a un dispositif qui est jugé assez contraignant dans la mesure où, vous voyez, il va falloir faire ce travail de récolement entre la cartographie mise à disposition des élus et les enjeux propres à chacune des collectivités, ce qui va impliquer de reprendre les objectifs un peu précisément, et puis ensuite de décider de comment œuvrer pour corriger, ajuster, adapter, comme vous le souhaitez, cette cartographie avec les différents enjeux. Alors, quelques idées qui sont jetées ici
préciser un peu le propos et de pouvoir identifier des zonages qui pourraient être plus complémentaires, puisque là, c'est vraiment votre rôle de sachant et de connaissance fine de vos territoires. Évidemment, le cadre existant, vous le connaissez, c'était celui des friches, des zones polluées et des bâtiments. Pour l'instant, rien de changé par la loi APER, qui vous permet de pouvoir bénéficier d'axes routiers et ferroviaires complémentaires, puisque jusqu'à présent, nous avions des règles d'interdiction d'implantation des panneaux sur ces zones-là. Et puis surtout, deux gros enjeux dans la loi APER sur la définition potentielle de ces zonages qui tiennent à la fois sur les emplacements de stationnement, et vous aurez sur le support, je n'y reviens pas, c'est un petit peu fastidieux, sur la possibilité de pouvoir implanter et de faciliter. Et c'est pour ça que la cartographie des zones d'accélération est pastillée, largement pastillée. C'est vraiment la première des zonages qui est implantée, ce sont les parkings et les zones déjà artificialisées. Qui remplissent vraiment, encore une fois, la quasi-totalité des enjeux des zones à pair. Donc, ces zones-là, effectivement, ce sera de voir au sein de vos patrimoines et dans la patrimonialisation de vos sites ce qui peut être éventuellement mobilisé de manière très opportuniste en regardant aussi principalement, bien sûr, le patrimoine de la collectivité pour voir comment celle-ci peut être contribuée et avancer sur son objectif de production VNR. Et puis, en marge des installations dites agrivoltaïques qui causent de nombreuses surfroides à notre législateur et au service de la DG qui est en train de préparer les décrets d'application de ce dispositif en essayant de concerter les différentes fédérations pour trouver un cadre réglementaire robuste pour permettre le déploiement de ces installations et un dispositif alternatif jugé qui doit être compatible avec les activités agricoles. Donc, ces deux dispositifs, a priori sur les zones à pair, vont être très complexes à votre échelle et en l'état du délai qui est imparti, dans la mesure où on a le sous-jacent de ces sujets, et particulièrement sur l'agrivoltaïsme, ça c'est mon point de vue, des objectifs sociaux très forts qui vont agir sur la spéculation foncière, sur la façon dont on se positionne pour soutenir telle ou telle activité agricole et qui me paraissent très complexes à dérouler à ce stade, sauf pour les projets éventuellement déjà très avancés ou expérimentaux dans la cartographie. Donc, si je résume, ce sont principalement les zones sur lesquelles vous avez soit des zones de friche, des zones polluées, des bâtiments bien entendu, des abords ou encore bien entendu des emplacements de stationnement. Comment la zone APER, et je vais très vite, et pardon pour cette synthèse encore une fois très, très éludée, comment ces zones APER zones d'accélération vont se décliner dans les documents d'urbanisme? C'était une grande préoccupation de la part de la doctrine et des praticiens dans la mesure où on est vraiment sur quelque chose de très innovant d'un point de vue juridique, puisque c'est un document qui va être figé à la fin, une fois le processus de définition bien arrêté par un arrêté préfectoral. Et cet arrêté préfectoral va permettre d'être dupliqué dans les documents d'urbanisme applicables sur le territoire. De manière très synthétique, cette procédure va permettre une amélioration d'un point de vue procédural essentiel à sa mise en œuvre, c'est-à-dire par le biais, notamment dans le PLU, ce qui vous est le plus proche, par le biais d'une modification simplifiée. La modification simplifiée, je le précise, est une procédure qui permet, contrairement à une procédure de révision, de faire une accélération d'une mise à jour finalement du document d'urbanisme pour permettre d'inscrire dans les documents à la fois graphiques, mais aussi des documents réglementaires pour faciliter l'émergence des projets. La grosse apport finalement de la loi APER sur ce sujet, c'est effectivement de permettre cette modification simplifiée. On vous a mis quelques références de coûts par rapport à une procédure de révision et surtout le délai exceptionnellement facilitant par rapport à la procédure. Et cette modification, elle est faite
au prix ou au détriment, selon que l'on veut, d'une concertation qui est limitée, puisque les documents sont seulement mis à disposition du public et il n'y a pas de réelle concertation au sens classique tel que prévu dans la procédure de révision. Ce qui nous amène euh, aux impacts de la loi APER et de la production de ces zones d'accélération. Les gros avantages de cette procédure, une fois que vous êtes engagé et qu'elles ont été qualifiées dans la procédure, c'est que pour les porteurs de projets, petit 1, il va bénéficier d'un délai ou d'un traitement dans le cadre de l'instruction de ces dossiers amélioré. On peut trouver que ces petits bras et pas forcément très fort parce que ça va permettre de bénéficier de 15 jours de réduction de l'enquête publique dans le cadre de l'enquête publique, mais c'est déjà un premier pas. Le deuxième, c'est que dans le cadre de la, hop, j'avance ici, pardon, dans le cadre de l'instruction cette fois, pardon, dans le cadre de la valorisation de l'énergie des projets, les projets vont pouvoir bénéficier d'une notation probablement plus compétitive dans le cadre des appels d'offres de la Creux et également d'une modulation du tarif de vente de l'énergie. Donc, il risque d'y avoir une discrimination entre les projets qui seront situés ou non dans une zone d'accélération. Et donc, on voit immédiatement l'intérêt, y compris dans une zone où, comme sur l'île de France, la radiation solaire n'est pas celle de la région PACA. On a tout intérêt à avoir une vision la plus conservatrice des zones d'accélération. Pour tous ceux qui ne seront pas dans les zones d'accélération, les projets resteront possibles, bien entendu, mais nous, on peut s'interroger sur les inconvénients de cette situation, dans la mesure où les projets peuvent être plus fragiles en matière de recours contentieux potentiellement, puisqu'on pourra tirer argument du fait que les projets n'ont pas été retenus dans la zone d'accélération. Et puis, les porteurs de projets vont se voir contraints d'organiser un comité de projet qui devra finalement rattraper la concertation qui n'aurait pas été engagée au stade de la zone d'accélération. Donc, on a ici des effets qui peuvent être assez contraignants, surtout pour des projets qui seraient portés pour des collectivités ou des structures telles que les SEM, aujourd'hui représentées par la SEM CIPENR et d'autres, qui devraient effectivement justifier de l'intérêt et des raisons pour lesquelles finalement ça peut être une interrogation légitime de pourquoi le site en question n'aurait pas été retenu dans une zone d'accélération. Et puis enfin, ces projets devront, et je reviens sur la boucle initiale, de dire que l'ensemble de ces projets vont devoir faire l'objet d'une comptabilisation beaucoup plus précise avec tous les enjeux qu'on peut voir dans cette notion de comptabilisation, de comment elle contribue ou non à l'atteinte des objectifs de la PPE et plus généralement de la production des ENR, avec les enjeux de responsabilité politique et publique qui viennent s'associer à ces dispositifs. Et donc, pour terminer, puisque je vois que le temps est quasi imparti, donc nous, notre préoccupation d'un point de vue, on va dire, procédural, c'est de s'interroger sur les moyens dont les collectivités et les communes, parce que ce qui est dénoncé, effectivement, c'est que les moyens selon les communes, et vous connaissez la diversité des collectivités euh, et de leurs moyens surtout associés à ces dispositifs, quels sont les possibles mutualisations pour porter plus fort et plus précisément la définition cartographique de ces sujets, la sécurité juridique qui va être associée à cette concertation et puis effectivement l'efficience des zones d'accélération dont on sait que même la CNDP et d'autres instances gouvernementales se sont interrogées sur les échéances. J'en aurais terminé pour vous présenter un très court scénario dans lequel on essaie de se projeter sur les préoccupations pratiques des élus à organiser ce travail d'échange au-delà des propositions faites par l'État et de quels sont les moments un peu stratégiques en matière de délibération qui devraient être prises et des mobilisations des services à ce sujet. Le texte vous impose une délibération
à la fin du processus, avant la transmission finale finalement de ces zones d'accélération. De notre point de vue, il serait effectivement assez efficace de pouvoir aussi engager et de faire un porté à connaissance à vos différents conseils et surtout d'organiser une sorte de groupe de travail avec un référent qui, selon les échelons de vos collectivités, pourrait être désigné pour travailler et travailler sous forme de calque, de pouvoir prendre le territoire proposé par la cartographie et de pouvoir la transposer sur vos textes et vos dispositions applicables au code de l'urbanisme, qui sont déjà faits hein, quasiment sur la zone. Je vous ai projeté ici, encore une fois, les multiples calques peuvent permettre de faciliter ces zonages-là et de pouvoir identifier les incohérences absolues, les manques et les propositions supplémentaires pour pouvoir engager et sous effectivement le terme parfaitement approprié de votre responsabilité, le fameux concertation et portée à connaissance qui nous paraît indispensable pour vous protéger sur les différentes maillages qui seront ainsi mis à disposition du public. Bien entendu, dans le temps, il y aura des itérations, bien entendu des débats organisés au sein de l'EPCI en charge de faire ce travail de composition globale avant l'atteinte de l'arrêté préfectoral. Donc, si je résume, votre enjeu, il va être double. La première, d'un point de vue très pratique, de voir comment cette définition cartographique peut se corréler avec les enjeux déjà prédéfinis et encore une fois qui sont très, très, très technocratiques de la loi et des propositions de zone et de bien protéger la collectivité par rapport aux discussions qui doivent être menées avec les réunions publiques et la mise à disposition. J'ai un peu débordé, pardon. Merci, maître, pour cette présentation. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la présentation de Madame Crocheton. Madame, êtes-vous connectée? Oui, bonjour à Madame Crocheton-Boyer? tous. Oui, Alors, merci. Je vous en prie, allez-y. bonjour. Donc, je vais Madame, maître, c'est ça, je vous partager laisse mon enlever votre support. écran. Ah. Partage désactivé, est-ce que vous pouvez le remettre? Alors, je pense que vous devez pouvoir y aller parce qu'il y avait toujours... Ah, ça y est. C'est bon. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, c'est en train de démarrer. C'est bon. Voilà, c'est Est-ce affiché. que... Allez-y, je vous en bon. prie. Et c'est lisible pour tout le monde? Ouais. Oui, c'est bon. Voilà. Ah, excusez-moi, je ne vois pas l'écran. Est-ce que vous voulez que je le lance de mon côté, peut-être? Désolée. Voilà. Oui, c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, on le voit. Ok. Ben, bonjour à Allez-y. tous. Merci. Bonjour à tous. Et donc, je suis Florence Crocheton-Boyer, vice-présidente du CIPEREC et présidente de la SEM CIPNR, également première adjointe au maire de Saint-Mandé, commune du Val-de-Marne. Et je remercie le vice-président de la MIF de son introduction et Cécile Cessac pour ce précieux éclairage sur le sujet. Et chers collègues et membres de l'administration et des entreprises partenaires de la MIF, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques entreprises partenaires qui étaient présentes à ce webinaire. Je tiens donc à remercier la MIF pour l'organisation de ce webinaire sur un sujet qui nous concerne tous et qui est malheureusement encore trop peu connu alors qu'il y a urgence. Et je pense que les 88 inscrits ce matin prouvent que le sujet intéresse beaucoup et qu'il y a une vraie attente, surtout par rapport au délai. Urgence, bien entendu, accélérer la transition énergétique, mais plus prosaïquement, urgence pour nos collectivités à se positionner sur les zones où nous souhaitons l'implantation de projets d'énergie renouvelable.
le législateur nous ayant laissé jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire demain. Tout à l'heure, vous me parlez de 6 mois, mais en fait, il reste 4 mois. Vous connaissez sans doute le CIPEREC. Alors, je vais aller sur la... Hop. Le CIPEREC, en 2 mots, c'est un établissement public de coopération intercommunale qui fêtera ses 100 ans en 2024. Il regroupe 119 collectivités franciliennes sur les compétences électricité, infrastructure, de charge pour les véhicules électriques, réseau numérique et énergie renouvelable. C'est sur cette thématique ENR que la MIF m'a proposé de témoigner aujourd'hui pour conclure ce webinaire. Je salue d'ailleurs la présence de Jacques J.P. Martin ce matin, qui est maire de Nogent-sur-Marne et qui préside le CIPEREC. Cela fait maintenant 18 ans que les élus qui composent notre syndicat ont voulu s'engager dans la transition énergétique et la rendre concrète. Nous avons commencé par rénover les toitures les plus anciennes du patrimoine de nos communes. Et aujourd'hui, CIPEREC exploite 105 installations solaires, avec un petit clin d'œil sur la photo du bas, sur cette présentation, avec une installation solaire sur le toit de l'école maternelle à Saint-Mandé. Et nous installons donc ces panneaux solaires sur les 51 communes franciliennes. Depuis cette année, le CIPEREC propose également aux collectivités qui le souhaitent de réaliser des projets en autoconsommation. Fort de cette expérience, le CIPEREC, en partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations, a créé en 2015 la SEM, Société d'économie mixte CIPENR, pour développer des grands parcs solaires au sol ou en ombrière de parking. Cette SEM est à majorité publique puisque le CIPEREC est actionnaire à 72%. Nous venons par exemple de mettre en service un parc de 5 MW crête à Étréchy, dans l'Essonne, avec la communauté de communes entre Juines et Renardes. Et nous allons l'inaugurer le 7 octobre prochain. Et je tiens à saluer le DST qui est présent également parmi nous ce matin, d'Étréchy, Michael Yang. La diapo suivante. Donc la SEM CIPENR réalise l'ensemble du développement avec la collectivité locale. Elle s'occupe de toutes les études, se charge du dépôt du permis de construire, de la construction, de l'exploitation et bien entendu de la vente de l'électricité. Particularité de notre SEM, tous nos projets ou presque sont 100% publics et citoyens. Nous travaillons avec les communes, leur EPCI et permettons, si les élus locaux le souhaitent, que les citoyens puissent investir financièrement dans le projet. Mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui de vous donner plus de détails sur nos modèles de développement et vous pourrez contacter, il y a l'adresse mail à la fin de la présentation, vous pouvez nous contacter si vous souhaitez plus d'informations ou si vous avez un projet. Mon propos était surtout d'illustrer la proximité que nous avons avec les territoires où nous construisons les projets. Dans ce contexte, cette loi APER a un véritable impact, nous l'avons vu, et nous avons été sollicités par de nombreux élus qui avaient beaucoup de questions et très peu d'informations sur les zones d'accélération des ENR. Jusqu'à cet été, les informations étaient souvent manquantes, voire différentes, selon les territoires et les services de l'État rencontrés. Alors, à Saint-Mandé, le maire a reçu une lettre de la ministre Agnès Pannier-Runacher. Alors, la lettre date du 29 juin et elle a été reçue en mairie le 24 juillet, un petit peu tard, pour parler entre autres d'organisation de webinaires au mois de juillet. Les communes auront jusqu'au 31 décembre pour réaliser la remontée des zones à l'État. Je tiens toutefois à préciser qu'il ne s'agit pas d'une date butoir et que j'ai bien conscience que certaines communes seront plus en avance que d'autres dans cet exercice. Alors, il faut savoir, est-ce qu'on a jusqu'au 31 décembre ou ce n'est pas une date butoir alors que le législateur, lui, parle bien du 31 décembre pour respecter la loi. Nous avons reçu également, je pense que vous, de votre côté aussi, on a reçu un guide à destination des élus locaux. Et dans ce guide, à la fin du guide, nous avons les référents préfectoraux dont parlait Cécile Cessac tout à l'heure. Et dans la liste des référents préfectoraux par département, on peut voir que l'Essonne, le Val-de-Marne et le Val d'Oise n'ont pas de référent dans la liste.
Petite parenthèse. Or, l'enjeu est majeur, car un projet en cours de développement sera avantagé s'il se situe dans ces zones d'accélération. Maître Cécile Cessac a bien présenté les avantages, qu'ils soient financiers, même si le législateur n'a pas encore précisé sous quelle forme, et avantages au niveau de l'urbanisme, notamment en cas d'éventuel recours sur les projets. Je ne peux donc que remercier à nouveau l'AMIF pour cette initiative ce matin de webinaire, car les délais pour se prononcer sont extrêmement courts, 4 mois, je le redis, et les urgences dans d'autres domaines ne manquent pas dans nos collectivités en cette rentrée. Alors, pour illustrer rapidement un projet de grand parc solaire au sol sur plusieurs hectares, donc vous avez un schéma. Donc un projet nécessite 3 ans minimum, depuis toutes les études obligatoires, études faune-flore, le dépôt et l'instruction du permis de construire jusqu'à la construction, et le raccordement et la mise en service. Et c'est un peu plus court, on parlait des ombrières de parking tout à l'heure, il faut compter à peu près 2 ans. Les zones d'accélération sur lesquelles il nous est demandé de nous prononcer auront un impact sur des projets au temps de développement très long. Il faut bien noter que ces zones concernent tout votre territoire, c'est-à-dire les terrains privés sur lesquels vous souhaiteriez voir se développer ces énergies renouvelables, ou au contraire, où vous souhaiteriez interdire ces énergies renouvelables avec les zones d'exclusion qui seront possibles. Mais également, ne pas oublier l'ensemble du domaine public ou privé de votre collectivité, Cécile, c'est ça qu'on a parlé, c'est-à-dire l'ensemble de votre patrimoine. J'insiste aussi de mon côté sur ce point, car on ne maîtrise pas le devenir du foncier privé, mais il est essentiel pour réaliser nos objectifs locaux en matière de transition énergétique, de ne pas obérer l'avenir en oubliant d'identifier et de signaler au service de l'État des terrains appartenant à votre collectivité. Nous devons donc mener un travail prospectif rapide et planifier les zones où nous souhaiterions prioritairement que des projets soient réalisés, en prenant garde de ne surtout pas oublier notre foncier public. Je passe à la dernière slide. Alors, juste avec un petit changement, puisque je ne passe pas la parole à Cécile, puisque Cécile a déjà pris. Vous aurez compris qu'il était important, en tout cas pour moi, pour nous, de vous témoigner le rôle majeur que nous avons à jouer pour définir l'implantation des projets sur nos territoires. Et c'était une intervention rapide mais nécessaire pour vous sensibiliser avec ces délais très courts. La loi APER attribue un rôle important aux communes, elle les place au centre des décisions. Leur implication est essentielle. On nous laisse très peu de temps, 4 mois, on peut s'en plaindre, mais il faut s'en saisir. Qui peut le plus, peut le moins. Classer ne veut pas dire obligatoirement qu'il y aura un projet, mais il vaut mieux classer. Je remercie à nouveau Cécile Cessac qui nous a expliqué tous les rouages de cette planification et qui nous accompagne sur les projets de la SEM et dont les conseils sont toujours très précieux. En conclusion, je ne peux que vous inviter, chers collègues, à délibérer pour définir les zones d'accélération de vos territoires et d'organiser la concertation du public en lien avec votre intercommunalité. Et j'ai vu déjà depuis un petit moment, il y a pas mal de questions qui sont posées dans la discussion. Et je pense que là, il va y avoir un temps d'échange aussi avec Arnaud Brunel qui va répondre à vos questions. Et vous avez le contact de la SEM en bas de la dernière slide. Merci. Merci beaucoup. En effet, il y a beaucoup de questions dans le chat. Alors, je vais les reprendre dans l'ordre. La première question est de Michel Chariot. Quel est l'impact sur le ZAN? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question, Maître Cessac, ou au niveau du CIPEREC, puisqu'il y a plusieurs personnes représentées? Maître Cessac, je vous sentais bien parti pour y aller. Oui, oh, c'est pour permettre l'échauffement de tout le monde, mais le ZAN, c'est une préoccupation puisque le dispositif paru cet été manque encore de certains dispositifs liés au décret. Après, effectivement, le but du jeu des zones d'accélération restera toujours de favoriser les zones artificialisées, petit 1, et petit 2, les zones dégradées,
Donc en théorie, et même si aujourd'hui on n'a pas encore d'articulation complète entre le ZAN, et je me permets d'ajouter aussi, parce que le ZAN ne constitue pas les seuls enjeux à venir, mais aussi également beaucoup la zone de renaturation qui vont être imposées par le cadre européen qui est en cours de discussion, et si vous avez suivi, avec une très courte majorité au niveau du comité, vont également s'ajouter à ces problématiques, donc d'être effectivement assez conservateur sur les notions de ZAN dans le cadre de la définition des zones d'accélération. On est vraiment sur des dispositifs d'empilement normatif. Merci. Il y a deux questions de Monsieur Bréjou. On parle implicitement d'énergie solaire. Quid de la géothermie des chaufferies biomasse? Et quid précisément des tarifs de rachat d'électricité, des taxes associées, des restrictions liées à l'autoconsommation? Peut-être une réponse du côté Ciperec, Madame Crocheton ou Monsieur Brunel? Euh, Monsieur Bonjour à Brunel. tous, Arnaud Brunel. Très clairement, hein, le dispositif est surtout orienté énergie électrique, hein, on le voit, puisque c'est ce qui est le plus gros consommateur de terrain, les grands parcs au sol solaire ou les grands parcs éoliens, même si l'éolienne en soi n'occupe que très très peu de foncier. C'est-à-dire, c'est un débat plus large au niveau du territoire, mais les énergies chaleur ne sont pas oubliées, hein, vous le verrez dans les outils. Je pense que l'AMI va vous transmettre les liens vers le WIP. Vous l'avez reçu, hein, Florence Rocheton-Boyer vous l'a dit, vous avez reçu le petit guide du ministère. Les énergies chaleur ne sont pas oubliées. Le portail contient des infos sur les potentiels de développement de réseaux de chaleur. Donc, vous pouvez retrouver ces infos sur le portail. Globalement, notamment, nous, on fait beaucoup de géothermie profonde, hein. On a déjà développé, construit et exploité aujourd'hui pas mal de réseaux de chaleur en géothermie profonde en Île-de-France et on en a d'autres en cours de développement. C'est vrai qu'à part le forage et donc à l'arrivée les deux têtes de puits et la centrale de géothermie, on occupe très peu de foncier, puisque après tous les réseaux sont sous-sol. Mais voilà, on sent que cette planification concerne plutôt les énergies électriques, même si les énergies chaleur ne sont absolument pas oubliées, elles sont citées, il y a des infos dedans. Voilà. Mais moins consommatrices de foncier. Merci. Alors, je vais prendre un paquet de questions parce qu'on en a quelques-unes. Peut-on mettre toute la commune en zone d'accélération? Excusez-moi, il y avait la deuxième partie sur les tarifs de rachat. Est-ce Ah qu'ils oui, sont modifiés exact. et l'autoconso? Est-ce que ces règlements très compliqués sont modifiés avec ce dispositif? Alors, les tarifs, aujourd'hui en tout cas, hein, ça a été évoqué par plusieurs intervenants, là, Matt Cessac et France Rocheton-Boyer. Aujourd'hui, on ne sait pas quels seront les avantages financiers. On pense que donc vous avez les tarifs d'achat pour les toitures, là, il n'y a pas de modif. Après, pour les appels d'offres creux, lorsque vous êtes sur des appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie, lorsque vous voulez vendre de l'électricité de vos grands parcs au sol, on pense qu'il y aura des bonifications pour ce qui est en zone d'accélération des ENR, mais ce n'est pas défini ou s'il n'y a pas de bonification, peut-être des malus pour ceux qui ne sont pas dans ces zones, on ne sait pas. Euh, donc on ne peut pas vous répondre aujourd'hui, mais il est inscrit dans les textes qu'il y aura des avantages pour les installations dans ces zones-là, mais on peut pas vous dire lesquels. Et concernant les aides financières, notamment, j'ai vu dans une question sur l'autoconso, en Île-de-France, il y a des aides financières qui existent de la région Île-de-France. Hein. Nous, on fait pas mal depuis un an maintenant, on fait pas mal d'installations en autoconso. Hein. Jusqu'à présent, on a réalisé plus d'une centaine de centrales solaires sur les toitures de collectivités en Île-de-France, aussi Pérec. On vendait l'intégralité. Aujourd'hui, autoconsomme. Et dans ce cadre-là, on a des aides de la région Île-de-France. Donc, je ne vais pas vous le détailler là, mais vous avez mon mail, je pourrais vous le mettre et n'hésitez pas si vous avez des questions pour des bâtiments autoconso. Mais aujourd'hui, la région Île-de-France a prévu des aides financières. Voilà. Ouais, c'est des dispositifs qui sont revotés chaque année. Donc, Merci. Merci. Alors, trois questions. Peut-on mettre toute la commune en zone d'accélération? Concrètement, dans quel cas cela va être utile et dans quel cas cela sera inutile? Je pense que l'on parle des zones d'accélération. Et une question de Monsieur Cranoli, maire de Gagny. Ce travail de définition devient compliqué, voire impossible pour les villes soumises au RNU. Comment contourner ce problème? Maître Cessac, je pense que c'est pour vous.
Alors, c'est très tentant de mettre toute la commune en zone d'accélération. J'avoue que c'est une tentation à laquelle il faut peut-être quand même résister, sauf à avoir un gros élan de débat avec les services de l'EPCI. Ça peut être un peu traître parce que, je le redis, ces zones vont contribuer à l'atteinte d'un objectif et vont ensuite faire l'objet de rapports d'analyse et de justifications, et on peut s'y attendre, des raisons pour lesquelles ou quelles sont les difficultés qui devront remonter pour ne pas avoir pu mobiliser les différents fonciers. Donc du coup, effectivement, voilà, l'avantage inconvénient, on l'a redit, c'est très brièvement la possibilité d'ajuster les documents d'urbanisme dans lesquels vous allez avoir ces zones d'accélération qui vont être rappelées et figurées sur la cartographie, ce qui est pas tranché aujourd'hui ni par le législateur et encore moins par la doctrine qui peine à trouver le mode déjà de concertation approprié à ce dispositif, mais c'est quelle sera la force vraiment réglementaire de ces zones par rapport aux autres dans la planification. Et vous connaissez les règles de conformité, de compatibilité, etc. en urbanisme. Donc, c'est une sensibilité qui va être forte à travailler dans les documents. Dans le RNU, il y a pas de différence finalement par rapport aux autres documents d'urbanisme, puisque même si le RNU se résume à la définition d'une zone de urbanisé ou pas, il est tout à fait visé dans les textes, en tout cas, que les documents de présentation vont pouvoir permettre la figuration dans le RNU et dans le document graphique du RN de votre carte communale quand c'est le cas, et quand ça ne l'est pas, de pouvoir travailler avec les services de l'État sur la base de l'arrêté préfectoral qui va être figé, de permettre aux porteurs de projets de pouvoir bénéficier néanmoins de ce dispositif. C'est d'ailleurs une dernière avancée, je n'étais pas rentrée dans ce détail-là, mais pour ce qui est du cas précis du RNU, il y a une possibilité de pouvoir anticiper pour les porteurs de projets avant la transcription dans les documents d'urbanisme, sur la base de l'arrêté préfectoral qui sera pris, de justifier le zonage qui sera annexé, un peu pour vous donner un exemple, et faute de mieux, pour ce qui se passe sur les servitudes d'utilité publique de type PPRI et autres, sur laquelle, même dans les RNU, vous avez une cartographie qui vous permet de pouvoir viser le dispositif. Faute de mieux, à ce jour, c'est comme ça qu'on interprète les dispositifs. Merci. Alors, trois autres questions. Les zones d'accélération concernent-elles que des zones pour des grands projets ou peuvent-elles concerner les zones urbanisées des communes pour favoriser le déploiement de panneaux photovoltaïques pour les particuliers? Première question de M. Rousset. Une question de M. Labranque. J'ai un projet sur les bâtiments des écoles de notre commune ainsi que sur la salle polyvalente pour faire de l'autoconsommation. Quelles sont les aides que nous pourrions avoir? Il serait intéressant d'équiper les toitures des hangars agricoles que des terrains agricoles. Et une dernière question concernant, de la part de M. Gerbier, une zone d'accélération peut-elle ne concerner qu'un ou deux bâtiments? D'abord, peut-être première question sur les grands projets de M. Rousset. Alors, évidemment, les grands projets sont ceux qui vont être le plus significatifs. On l'a vu sur la cartographie, de comment ça se configure et quelle est la visibilité qui est donnée à ces grands projets. Pour ce qui est des particuliers, la réglementation, y compris la réglementation thermique, permet déjà de pouvoir mettre en œuvre ces dispositifs. Vous verrez que toutes les toitures sont quasiment pastillées sur la zone. Donc, de ce point de vue-là, je pense que il n'y a pas trop d'enjeux, en tout cas, à pouvoir les viser, ni encore moins, je dirais, à les mettre en zone d'exclusion, parce que ça peut être encore trop technique à ce stade. Donc voilà, pour les petites surfaces, ça risque d'être très fastidieux. Et vous avez raison, ces zones d'accélération paraissent un peu plus dimensionnées pour identifier les zones plus denses de type, encore une fois, parking, friches et zones qui peuvent être assez représentatives. Pour le reste, il faut veiller, attention, à l'articulation de la réglementation déjà applicable
et de ne pas considérer que ça pourrait interdire de mettre en place des dispositifs de production qui seraient déjà favorisés dans les dispositifs. C'est tout l'enjeu de la zone. Et Tout alors, à du coup, fait. peut-être un lien avec la question de Monsieur Gerbier, une zone d'accélération peut-elle ne concerner qu'un ou deux bâtiments? Moi, À l'échelle d'une commune, pardon, Oui, Arnaud. je pense, hein. Pardon, j'abonde dans le sens de mettre. C'est ça, quand les textes, ils parlent de zone d'accélération, ils parlent de secteur. Je pense que les textes ne pensent pas du tout au bâtiment. On n'est pas par bâtiment, hein, puisque aujourd'hui, il y a tout un tas de réglementations liées au bâtiment qui déjà favorisent l'installation du solaire. Donc, on est plutôt dans un document d'urbanisme, de planification, donc à l'échelle de grandes zones et de grands Mm. secteurs, et pas de un bâtiment par-ci ou un bâtiment par-là. Et voilà, très clairement, il n'y a pas ce niveau de détail. En tout cas, moi, je ne l'ai pas relevé. Mais pour moi, c'est pas au bâtiment, c'est une zone, un secteur. Donc, c'est pas un bâtiment. Et dans les questions juste avant, là, dont vous Oui. avez parlé, il y avait une question sur les bâtiments agricoles. Est-ce qu'il faut privilégier les hangars au terrain agricole? Euh, la réponse est de faire les deux, hein. Aujourd'hui, nous, sur la SEM, on a équipé à peu près 300 hangars agricoles, hein, dont un certain nombre en Île-de-France, mais pas assez en Île-de-France. Et le but, c'est d'accélérer. Et aujourd'hui, le cadre législatif favorise ce qu'ils appellent l'agrivoltaïsme, c'est-à-dire ne pas geler des terres agricoles pour faire du solaire et ne plus faire d'élevage ou de culture, mais de faire lorsque c'est possible et uniquement lorsque c'est possible un cumul. Euh, C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez avoir des panneaux qui sont posés mais suffisamment en hauteur, à 1,50 m, voire plus de haut, pour que les ovins puissent pâturer dessous, hein. Qui a un double bénéfice, un, production d'électricité, mais deux, bénéfice aussi agricole, parce que l'été, ils sont de plus en plus secs, de plus en plus ensoleillés, donc à l'ombre des panneaux, vous avez encore de l'herbe, donc les bêtes peuvent pâturer, et on voit que nous, dans les installations qu'on a de grands parcs au sol qui ne sont pas en zone agricole, mais où on a mis des ovins pour pâturer, les moutons, ils restent à l'ombre des panneaux, quoi. L'été, ça leur apporte une vraie fraîcheur, en plus d'avoir une nourriture. Voilà. Donc, les deux sont possibles, bâtiments et terrains agricoles, à condition que ça ne vienne pas concurrencer de l'élevage euh, ou de la culture, mais qu'au contraire, ça pourrait, au pire, c'est neutre, mais souvent, en plus, ça améliore. Merci. Le géoportail qui indique les zones envisagées par l'État est-il en accès libre? La Oui. réponse est oui. Oui, Oui, on vous renvoie le on peut lien. mettre Je le le mets lien tout de suite d'ailleurs, je vais le copier-coller dans le... dans, dans le fil. Oui. Alors, quid des particuliers qui se situeraient dans une zone d'accélération définie par la commune? Feront-ils l'objet de fortes sollicitations de la part des porteurs de projets? Oui, non, mais pas que les particuliers, attention, les collectivités aussi, c'est le cas, hein. Aujourd'hui, on a des communes franciliennes qui sont venues nous voir parce qu'elles avaient eu un certain nombre de grandes entreprises privées, mais plutôt vraiment axées qui font du démarchage téléphonique, qui sollicitent tout le temps les élus pour avoir des rendez-vous, pour louer ou acheter des terrains à la commune et mettre des parcs au sol. Il n'y a pas que les particuliers, à la limite, le privé, les terrains privés, la commune ne les verra pas, mais les collectivités qui ont des terrains leur appartenant, du patrimoine, hein, que ce soit du domaine public ou privé de la collectivité qui sera classée en zone d'accélération, elle sera certainement fortement démarchée pour louer ces terrains à un développeur privé. Il y a actuellement une petite course à l'échalote sur le sujet, hein. Il faut voir que nous, les projets qu'on porte sur la SEM du CIPEREC, hein, euh, c'est des projets 100% publics et citoyens, c'est-à-dire qu'on propose à la collectivité d'être actionnaire de la société qu'on crée. On crée une société par projet. Quand je dis on, c'est toutes les personnes qui font des grands parcs au sol. Et, euh, et, euh, et l'idée, c'est que la collectivité puisse rester maître du jeu, sache exactement ce qui se fait, choisisse avec nous les entreprises qui font les travaux, soient intéressées donc au développement, à la construction, en tirent des bénéfices, hein, vraiment que les retombées de ces parcs au sol, ce soient des retombées locales. On a parlé d'Étréchy, là, dans l'Essonne, côté de commune entre Juines et Renardes, qui est un partenaire. Ils ont été associés du début à la fin. C'est vraiment un copartenariat, un co-montage. C'est l'idée. Mais oui, vous allez, à partir du moment où vous avez des terrains qui vont être ciblés comme zone d'accélération, sauf si c'est des terrains constructibles, parce que généralement, là, vous avez des promoteurs, mais vous serez démarché. Vous serez démarché, oui, très clairement.
Merci. Le comité de projet pour les projets en dehors des zones d'accélération concerne-t-il tous les projets ou y a-t-il une puissance minimale? À ma connaissance, pas de puissance. Après, je pense qu'on peut s'interroger sur sur les zones en toiture, parce que je pense qu'elles, comme elles sont écartées, je pense qu'elles ne devraient pas être concernées. Mais il n'y a pas de puissance aujourd'hui sur un projet au sol, par exemple, ou en toiture, pardon, en ombrière, massif ou ce genre de choses. Alors, a priori, on a oublié une question de Monsieur Excusez-moi, Dumont. Oui, oui, allez-y. j'étais la personne qui a écrit la question. Quand vous dites les zones en toiture sont mises de côté, qu'est-ce que vous sous-entendez par ça? Alors, en fait, comme les zones de toiture peuvent être soumises à d'autres réglementations qui sont par ailleurs des obligations pour le coup, sur les 30% de solarisation sur les bâtiments neufs, etc., je ne pense pas que le comité de projet pour la réalisation d'un projet qui soit édifié en toiture soit concerné, en fait. Donc, D'accord, je pense je pense que c'est probablement le cas. De la même manière que les autres critères liés à la définition d'une zone dont on dit que pour les implantations de grande envergure, il faut qu'elles soient compatibles avec les objectifs, c'est-à-dire qu'elles sont incompatibles avec le voisinage habité, les préoccupations patrimoniales, etc. Ces critères-là ne sont pas non plus applicables pour les projets en toiture. Et par définition, puisqu'encore une fois, la réglementation thermique est déjà applicable dans certains cas. d'accord, merci. Merci. Alors, a priori, une question qu'on a oubliée de Monsieur Dumont. Concrètement, dans quel cas cela va être utile et dans quel cas cela sera inutile? Je pense qu'on parle des zones d'accélération. Il me semblait qu'on y avait un peu répondu, mais peut-être que ce n'était pas suffisamment clair. Bah, enfin, Florence Crocheton l'a dit dans son intervention, c'est vraiment un outil de planification, mais c'est ça aussi. Donc, je ne sais pas si c'est une question d'utilité. L'utilité, on l'a vu, il y aura des avantages financiers, il y aura, lorsqu'il y a des dépôts de permis de construire, le fait d'être en zone d'accélération des ENR, ça soit mieux, etc. Donc oui, il y a une utilité peut-être financière et administrative au niveau des PC, mais il faut voir ça quand même comme l'État qui confie aux collectivités le fait de décider sur leur territoire, en tout cas de proposer, puisque c'est l'État qui décide, hein, vous proposez. Donc c'est un outil vraiment d'aménagement et de planification. Donc, au-delà de l'utilité, moi, je parlerais vraiment. Alors, certes, les délais sont très courts, hein, ça a été rappelé, mais il faut s'en saisir. Il faut s'en saisir. Et aujourd'hui, toutes les collectivités ont des plans énergie, territoire, etc. Donc, maintenant, il faut concrétiser. Et oui, oui, les délais sont courts, mais voilà, je ne mettrai pas ça sur le plan de l'utilité, mais plutôt sur le plan on passe une nouvelle marche dans la planification, dans l'aménagement. Alors, y a-t-il une surface minimum pour le photovoltaïque? Question de Joël Salazar. Alors, en toiture, bah, c'est souvent la taille de la toiture qui est limitante, mais aujourd'hui, on fait plus de projets en dessous de 100 mètres carrés de toiture, mais en fait, toutes les toitures aujourd'hui, on trouve forcément dans une commune des toitures assez grandes pour faire des projets aujourd'hui. Non, Donc, au mais niveau toiture, il n'y a pas. Pardon. excusez-moi, quand je pose cette question, je pense au photovoltaïque au sol. Au sol. Alors, en Île-de-France, vu que l'ensoleillement, très rapidement, hein, quand on vend de l'électricité, c'est des appels d'offres qui sont nationaux, des appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie. Et donc, on est en concurrence avec des projets qui ont 30 ou 35% d'ensoleillement en plus. Donc, le panneau qui coûte le même prix en Île-de-France qu'à Béziers, ce même panneau produira 35% en plus à Béziers. Donc, pour être concurrentiel, aujourd'hui, on cherche des terrains au minimum de 5 hectares. Voilà. Ouais. Et on a tout le temps privilégié des terrains dégradés, hein, des terrains que de toute façon vous ne pourriez pas utiliser, hein. Le but, c'est de valoriser les terrains dégradés de nos collectivités. Voilà. Et voilà, aujourd'hui, on est au-dessus de 5 hectares. Merci. Merci. Quelles seront les contraintes réglementaires pour la mise en application de ces zones identifiées? Maître Cessac. Alors, réglementaire, c'est la question principale. Réglementairement, vous ne pourrez pas être sanctionné. En tout cas, il n'y a pas et encore une fois, on est sur une législation qui est
complètement autonome par rapport au droit de l'urbanisme en tant que tel, hein, parce que les lois qu'on rappelle sont inscrites dans le code de l'énergie. Et donc, on vient, encore une fois, percuter le code de l'urbanisme, mais c'est bien un mouvement droit de l'énergie vers le code de l'urbanisme. Donc, il n'y a pas de sanctions comme on peut l'entendre sur les dispositifs de type ZAN et autres sur une réglementation d'urbanisme qui serait gelée ou ce genre de choses. Donc, les contraintes, elles sont plutôt opérationnelles et sur la justification qui doit être apportée par les élus à la contribution des objectifs de production ENR sur leur territoire. On est vraiment dans une logique de comptabilisation de ces objectifs et de justification des raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas être atteints ou ne peuvent pas être inscrits. Donc, il faut le voir sous un angle plus opérationnel que réglementaire pur. Après, effectivement, d'un point de vue portage de projet, on en a déjà parlé, on a des enjeux plus de facilitation et de concertation ou de pré-cadrage de la concertation des projets qui permet d'être facilité. Merci. Et une dernière question. Avez-vous des arguments révolutionnaires pour entraîner la population de la commune de se laisser tenter par de l'éolien? Qui s'y colle? Ah, mais de toute façon, vous avez des règlements dans l'éolien qu'il faut que, vu la densité des constructions en Île-de-France, alors il y a des cartes de services de l'État, mais il y a très, 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 très peu de zones en Île-de-France où vous ferez de l'éolien, puisque vous devez être à moins de 500 mètres d'une habitation. Voilà. Oui, mais en Seine-et-Marne, on a très largement la possibilité de mettre de l'éolien, mais les populations s'y opposent d'une façon extrêmement féroce, quoi. Oui. Alors en Seine-et-Marne, vous avez le syndicat d'énergie, le SDES, mais SACEM, SDES Énergie, hein, qui y travaille. Je crois qu'ils sont porteurs de un ou deux projets éoliens. Et je sais qu'ils attachent une attention particulière déjà aux souhaits des élus locaux. Si les élus locaux n'en souhaitent pas, ils ne lancent pas le projet. Et lorsque les élus locaux le souhaitent et donc qui travaillent avec le SDES Énergie, euh, il y a une phase très très importante de concertation et c'est compliqué. Nous, sur la SEM, on a concrétisé un projet éolien, mais hors Île-de-France, on en porte deux autres. Et avec les maires qui ont souhaité ce projet, on accompagne la population et c'est sûr qu'on a, en fait, ceux qui se font entendre, c'est ceux qui sont contre et ceux qui sont pour ou neutres, ils se font pas entendre. Donc c'est beaucoup de travail et c'est voilà. Non, on n'a pas d'outils miracles, à part prendre du temps, avoir des réunions agitées. Mais bon, il y a tout un tas d'autres sujets où dans nos collectivités, on fait des réunions publiques agitées, parce que donc on est malheureusement un peu habitué, mais en fait, c'est le sens de l'action publique, que ça soit pour construire du logement social, des écoles hautes. Il y a toujours des opposants. Changer le passage d'un bus dans une autre rue ou autre, à chaque fois, on a des choses qui fleurissent aux fenêtres, on a des, voilà. Non, non, pas de recette magique, et d'autant plus aujourd'hui où, via les réseaux sociaux et les téléphones portables, on peut contester encore plus facilement et diffuser tout un tas de mauvaises paroles. Voilà, donc malheureusement, non, désolé. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. C'est Jacques Martin. Il faut savoir que j'avais une oreille sur tous ces débats qui sont particulièrement euh, intéressants et fructueux quand on essaie de les transposer dans la réalité. Mais Arnaud est très modeste dans sa réponse concernant l'éolien, car il pourrait vous dire que le CIPEREC est dans l'éolien, mais pas en Île-de-France. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons un partenariat dans une société d'économie mixte. Je crois que c'est en Normandie, Arnaud. Tout à fait, c'est avec le syndicat d'énergie et les communes associées de l'Eure. Voilà. Et voilà. Donc, en fait, c'est disons, pour s'excuser vis-à-vis de nos concitoyens qui sont en Île-de-France, que nous ne produisions pas notre énergie, hein, puisque 90% de l'énergie consommée en Île-de-France vient du territoire national. Et notre syndicat, disons, simplement sympathie, a voulu montrer que nous pouvions, en sortant de l'Île-de-France, essayer
d'aider d'aider à produire de l'énergie à l'extérieur pour notre propre consommation. Donc, l'éolien, nous avons pris des parts dans certaines sociétés d'économie mixte pour être quand même au niveau au plan technologique. Tout à fait. Et donc ça, c'est vraiment pour l'énergie électrique et pour l'énergie chaleur. C'est vrai que le CIPEREC, depuis 2010 et son premier réseau à Arcueil-Gentilly, a fortement accéléré la production d'énergie renouvelable chaleur, puisque là, on a par contre un potentiel gigantesque en Île-de-France pour produire de la chaleur renouvelable à partir de géothermie profonde. Voilà. Et on a un forage en cours actuellement au Lilas, en Seine-Saint-Denis, pour faire un réseau sur Pantin, le Pré-Saint-Gervais et les Lilas. Voilà. Peut-être une dernière question de Monsieur Gerbier. J'ai compris que définir une zone d'exclusion nécessite une délibération au conseil municipal et des justifications. Peut-on avoir plus de précision sur le contenu des justifications? Doivent-elles avoir un fondement juridique ou pas nécessairement? Merci pour cette cette question qui me permet de clarifier le propos. La délibération sera nécessaire, que ce soit pour les zones d'accélération ou les zones d'exclusion. Il n'y a pas de traitement discriminant entre les unes et les autres. Donc, vous avez bien une délibération à prendre pour la finalisation de ces deux zones. Je vois que vous êtes connecté, Monsieur Gerbier, si vous voulez. Sur le contenu des Oui. justifications, Ah comment là dire, là. est-ce qu'on peut, comment dire, est-ce qu'il suffit de dire les citoyens se sont mobilisés contre, ou est-ce qu'il faut que ce soit plus étoffé que ça, qu'on mette en avant des impacts économiques négatifs, des contraintes architecturales, juridiques Je me euh, doutais que vous alliez appuyer sur ce qui fait mal et ce qui rend délicat une réponse qui peut malheureusement pas être très ferme aujourd'hui. Ce qui nous importe vraiment et ce qui nous préoccupe, c'est justement de pouvoir justifier que les collectivités, vos élus vont répondre aux objectifs de la loi, qui est encore une fois très molle, dans le sens où la concertation devra être suffisante et pour emprunter les termes habituels, d'un ersatz d'enquête publique qui permettra se porter à connaissance. Donc, c'est pour ça que sur le petit serpentin de processus, de propositions qu'on vous a partagé, on insiste sur le fait de pouvoir vous ménager finalement les justifications, pour pas dire en rapporter la preuve de l'engagement de ces actions-là, pour pouvoir documenter le rapport de présentation qui serait fait à l'appui de la délibération. Aujourd'hui, le fondement de cette délibération est très pauvre, puisqu'il repose essentiellement sur le dispositif de la loi et l'article du Code de l'énergie. Donc, à partir de là, les arguments ne pourraient pas être critiqués. En revanche, nous, ce à quoi on s'attend, c'est qu'effectivement, il le soit sur des fondements empruntés à la fois, pourquoi pas du droit européen sur une insuffisance de concertation, puisque c'est bien le socle qui nous contraint aujourd'hui, sur le fait que l'information n'ait pas été suffisante, sur le fait que, voilà. Donc, on a tous ces éléments qui risquent qui vont avoir à être clarifiés. Pour l'instant, pas de réponse ferme là-dessus, mais je vous rejoins sur le fait qu'il faudra se ménager le plus d'arguments possible, surtout sur les zones d'exclusion, pour pouvoir documenter le point, que ce ne soit pas complètement arbitraire. Merci. Je vous propose qu'on s'arrête là parce qu'il est déjà 12h15. Monsieur Cranoli, monsieur le maire, est-ce que vous souhaitez dire un mot pour conclure ce webinaire? Je crois que vous êtes encore connecté. Je suis encore connecté et je ne refuse jamais de dire un mot, d'autant plus que c'est pour remercier nos intervenants pour la qualité des différentes présentations qui ont été faites et surtout pour la qualité des réponses qui ont été apportées aux différentes interrogations
portées dans ce webinaire. La liste même des questions prouve que le webinaire avait vraiment toute sa pertinence d'être organisé par la MIF. Je suis persuadé que nous serons sollicités par ailleurs par les collectivités lorsque le compte-rendu de ce webinaire sera rendu public. Je pense qu'il reste encore pas mal de questions encore en suspens et je pense que certaines collectivités se trouvent dans la même situation que moi-même, sur lequel la ville de Gagny réfléchit à la création d'un réseau de chaleur urbain. Et pour le coup, on se demande si on ne va pas reporter un tout petit peu notre projet pour pouvoir affiner sur la détermination des zones d'accélération et pouvoir bénéficier des différentes aides prévues dans le cadre de cette loi APR. Vraiment, merci à chacune et à chacun d'entre vous et je vous souhaite une très belle journée. Merci, monsieur le maire. Je me permets juste de vous préciser qu'on vous enverra un mail récapitulatif avec les présentations et les liens évoqués par les différents intervenants pour que vous puissiez avoir les sources d'informations. Bonne fin de journée à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au Merci, revoir, au bonne revoir. journée. Au revoir. Merci. Merci. Merci à vous.